Bienvenue dans notre analyse. Nous sommes le 4 août 2025 et aujourd'hui, on se penche sur la structuration des fonds de private equity ici au Luxembourg. Bonjour. Alors, la place luxembourgeoise, elle garde son attrait, bien sûr, avec sa fameuse boîte à outils de véhicules d'investissement. Très flexible. Oui, ça c'est clair, la flexibilité reste un atout majeur. Mais le paysage évolue. Très vite même. Le maître mot aujourd'hui, ça semble être, disons, une surveillance accrue. Exactement, une surveillance renforcée des régulateurs, on le voit bien. La question c'est comment on arrive à concilier cette exigence de conformité qui monte, avec l'agilité qui a fait le succès de Luxembourg. C'est un peu ça qu'on va explorer. C'est tout à fait ça. Le Luxembourg reste leader, oui. Mais l'époque où il suffisait de choisir le bon véhicule, elle est un peu révolue. L'excellence opérationnelle devient vraiment stratégique. Et quand vous parlez de régulateurs, on pense à qui ? Principalement la CSSF, donc la Commission de surveillance du secteur financier, et l'ADE, l'administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. D'accord. Elles renforcent toutes les deux leur contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est que ça tend à rapprocher un peu les régimes des structures régulées et non régulées, en tout cas sur le plan opérationnel. C'est un point clé, ça. Rentrons peut-être dans le vif du sujet avec ce qui arrive bientôt, la directive AIFMD2. Ah oui, AIFMD2, un horizon stratégique majeur. La transposition, c'est pour quand déjà ? Avril 2026, c'est ça ? C'est ça, 16 avril 2026. Mais il faut s'y préparer dès maintenant, évidemment. Des impacts concrets, immédiats pour les gestionnaires, les AIFM. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, la substance. Il faut vraiment la revoir. La substance, c'est-à-dire ? L'exigence qui se dessine, c'est d'avoir au minimum 2 personnes physiques basées dans l'Union européenne qui soient réellement dédiées à l'AIFM. D'accord, 2 personnes physiques dans l'URLA, ça peut changer pas mal de choses pour certains acteurs. Absolument. Ça, plus la révision des cadres de délégation, et puis très important pour les fonds qui font de l'origination de prêts. Oui. Ils devront revoir leur politique. Il y a de nouvelles règles européennes harmonisées qui arrivent, avec une exigence de rétention de 5% des prêts et aussi des limites d'effet de levier. 5% de rétention, ok. Et ces 2 personnes physiques dans l'UE, ça va au-delà d'un simple chiffre, j'imagine. Ça peut redéfinir les modèles opérationnels, surtout pour les gestionnaires hors UE. Tout à fait. Ça pousse soit à, disons, muscler sa présence en Europe, soit à s'appuyer davantage sur des AIFM tiers, mais ça a des implications en termes de coûts, de contrôle. Bien sûr. Et cette tendance au renforcement de la surveillance, elle ne concerne pas que le futur avec AIFMD2. Elle est déjà là. Très présente. Parlons-en alors. La surveillance actuelle. La CSFF, par exemple, comment ça se manifeste ? Alors, il y a eu plusieurs choses récemment. D'une part, la circulaire CSFF 24 566. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Ok, début d'année. Et elle dit quoi ? Elle impose des règles assez strictes sur la gestion des erreurs de calcul de la valeur liquidative, la NAV. La NAV, d'accord. Investissement alternatif réservé. Et même les SCSP, les sociétés en commandité spéciales. Ah oui. Même les SCSP, qui sont pourtant non régulés directement par la CSSF. Exactement. Et d'autre part, il y a la FAQ AIFM, qui est sortie en mai 2025. Elle vient renforcer les obligations des dépositaires. Les dépositaires ? Oui, on leur demande maintenant une vérification directe des positions auprès des tiers et surtout des contrôles ex-ante, donc avant l'opération, sur l'acquisition d'actifs illiquides. Donc même une structure comme la SCSP, souvent choisie pour sa légèreté réglementaire supposée, se retrouve avec des contraintes opérationnelles plus fortes via la NAV et le dépositaire. C'est ça. L'écart se réduit sur le plan opérationnel. Et l'AED, l'administration de l'enregistrement, elle n'est pas en reste. L'AED aussi renforce ses contrôles. Ah oui, de manière assez significative. Surtout en matière de LBCFT, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. D'accord. Et ça concerne qui ? Pour l'année de reporting 2024, donc les échéances sont en 2025, ça concerne maintenant tous les FIA non régulés. Tous ? Donc ça inclut la multitude de SCSP qu'on voit sur la place ? Exactement. Toutes les SCCP sont concernées. Concrètement, elles doivent maintenant nommer un RR, un responsable du respect, et un RC, un responsable du contrôle. Un RR et un RC. Oui. Et elles doivent soumettre un rapport RC annuel, plus un questionnaire LBCFT assez détaillé. Ce qui revient en fait à ajouter une couche de conformité formelle assez lourde sur la SCSP, alors qu'on l'appréciait justement pour sa flexibilité contractuelle via le LPA, le Limited Partnership Agreement. Tout à fait, la flexibilité contractuelle reste,
mais la charge opérationnelle et de conformité LBCFT augmente. Du coup, face à ça, comment se positionnent les autres véhicules? Est-ce que le RAIF gagne en attrait? Ou est-ce qu'on voit un retour vers les structures régulées comme le CIF ou la SICAR? Ça dépend vraiment de la stratégie de chaque gestionnaire, au cas par cas. La SCSP garde des atouts, mais l'écart se resserre. Le RAIF, lui, avec sa supervision indirecte via l'AIFM et sa rapidité de lancement, il peut apparaître comme un bon compromis pour certains. Et le CIF et la SICAR? Ils conservent l'avantage du label régulé CSSF, bien sûr. Et leur spécificité. Le CIF pour la diversification, la SICAR pour le focus capital à risque et son régime fiscal particulier. D'accord. Et parallèlement à tout ça, il y a une autre tendance forte dont on parle beaucoup, la rétalisation. Oui, la rétalisation, c'est l'idée de rendre les actifs privés, comme le private equity, accessibles aux investisseurs de détail, disons avertis. Via ELTIF 2.0 notamment, les fonds européens d'investissement à long terme, le Luxembourg veut se positionner là-dessus, imagine? Clairement. C'est vu comme un vecteur de croissance important. La loi de modernisation de 2023 allait déjà dans ce sens. Le Luxembourg a les outils pour être un domicile de choix pour ses ELTIF. Mais ça soulève aussi des défis, non? En termes de reporting, d'adéquation aux clients. Certainement. C'est un autre domaine où l'excellence opérationnelle, la digitalisation aussi, seront absolument clés. Mais malgré ces défis, l'avantage global du Luxembourg, il demeure. Comment vous le définiriez, cet avantage, aujourd'hui, en août 2025? C'est une combinaison unique. Il y a toujours cette boîte à outils très complète et adaptable. Il y a la stabilité politique, économique, la réactivité du législateur, on l'a vu, Oui. la neutralité fiscale, le passeport européen pour distribuer les fonds partout en Europe, et puis surtout cet écosystème incroyable d'experts, AFM, administrateurs, dépositaires, conseils juridiques, auditeurs, très dense, très compétent, multilingue. C'est un effet de réseau qui s'auto-renforce. Donc si on résume, les impératifs du moment pour les acteurs du private equity au Luxembourg, ce serait quoi? Je dirais 1. Se préparer activement à IFMD 2. Surtout sur la substance et les politiques de prêt. Ne pas attendre 2026. Anticiper. Voilà. Et 2. Adapter les opérations courantes à cette surveillance accrue, que ce soit les procédures NAV, suite à la circulaire CSSF, ou la conformité LBCFT avec les nouvelles exigences de l'EAD. Et bien sûr, intégrer les nouvelles attentes concernant les dépositaires. Préparation et adaptation, donc. Exactement. C'est essentiel pour naviguer dans cet environnement qui devient, disons, plus exigeant. Ce qui nous ramène un peu à notre question de départ, et peut-être une réflexion pour conclure. Face à cette convergence réglementaire, cette intensification des contrôles qu'on vient de décrire, comment le Luxembourg va-t-il réussir à maintenir cet équilibre? Cet équilibre, somme toute, assez délicat, entre d'un côté le renforcement de la conformité, qui est demandé par les régulateurs, mais aussi par les investisseurs institutionnels, il ne faut pas l'oublier, et de l'autre côté, préserver cette agilité, cette capacité d'innovation qui ont fait sa force et son avantage concurrentiel historique. C'est la grande question. Maintenir la conformité sans tuer l'innovation et l'attractivité, notamment pour les nouveaux gestionnaires ou les stratégies un peu différentes. Un défi majeur pour les années à venir, sans aucun doute. Avertissement final, ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Avertissement final, pensez à liker et à vous abonner. Le Luxembourg Funcast, en version française.